tous, j'ai le plaisir donc d'intervenir en dernier, il est déjà 12h30. Pareil que ventre affamé n'a pas d'oreille, mais vous tapez dans les réserves comme moi, on s'accroche et j'essaye d'être à peu près concis sur les éléments que je voulais aborder avec vous. Donc, un G20, on est un bureau d'études spécialisé dans l'ingénierie vinicole, on travaille en France, à l'international, on ne fait que du vinicole et des alcools de bouche associés, on travaille depuis la réception de la vendange jusqu'au conditionnement et à la logistique, donc vraiment sur tous les domaines. On est un bureau d'études, on a des architectes, moi je suis de formation architecte, on a des ingénieurs fluides, des œnologues, des anciens directeurs de sites de production, des anciens responsables de maintenance. Donc en fait on a une équipe pluridisciplinaire de toutes les étapes de la chaîne et tous les spécialistes qui peuvent être mobilisés sur des projets complets. Et ça nous permet de mener des réflexions assez poussées sur notre domaine spécifique. 3 étapes dans cette très courte présentation, puisqu'en fait 15 minutes, 20 minutes c'est assez court pour aborder les sujets. Quelques notions principales qui pourront vous servir, même dans la vie de tous les jours, sur des réflexions sur ce qu'est l'éco-conception et comment on peut l'intégrer sur des choix que vous êtes amenés à faire, que ce soit pour de l'industrie, pour de la construction, pour différents éléments. Des enjeux spécifiques au secteur vinicole actuel et des enjeux spécifiques dans votre domaine de Cognac, puisqu'en fait, vous n'êtes pas forcément un secteur typique de la moyenne vinicole française. Donc, en termes de connaissances de base à intégrer, il y a quelque chose sur lequel on insiste énormément auprès des maîtres d'ouvrage, donc de nos clients. C'est l'importance de bien faire la différence entre la qualité de l'outil et l'usage de l'outil sur ces questions d'énergie. Puisqu'en fait, on se pose toujours la question d'économiser de l'énergie, mais vous avez la nature et la qualité de l'outil en tant que tel. C'est-à-dire que vous avez par exemple une production de froid, vous avez un groupe qui va être plus ou moins efficace, qui va consommer des gaz plus ou moins efficaces, qui va consommer de l'énergie. Donc vous avez une qualité technique dans votre matériel, et vous avez l'usage que vous en faites. Et aujourd'hui, il faut bien que vous ayez en tête que lorsque vous interrogez des spécialistes de leur domaine, ils vont vous répondre en tant que spécialistes de leur domaine. C'est-à-dire qu'ils vont raisonner à partir de la question que vous allez leur poser. Il ne faut pas attendre de leur part qu'ils remettent en cause le cadre du programme que vous leur avez donné. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la différence, effectivement, entre, dans les économies que vous pouvez espérer, entre ce que vous avez gagné parce que le matériel est un bon matériel, et le matériel est bien utilisé pour un besoin qui est correctement identifié. L'exemple type, nous on travaille dans plein de secteurs du vinicole, notamment sur des vins, par exemple dans le Gers, avec des vins qui sont très technologiques, des puissances de froid, des MPF, macération préfermentaire à froid. Et on avait un client avec un œnologue qui nous a demandé, le maître de jus nous a dit l'objectif c'est que je puisse avoir une commande à -4 sur mes macérations préfermentaires à froid. D'accord? Donc ça passe chez nous, chez le technicien, l'ingénieur fluide, il regarde -4, alors il dimensionne le groupe froid, les échangeurs, tout ce qu'il faut, il peut tomber à -4. Bon, là on a éclaté le budget direct, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu à la base. Bon, moi je suis un petit peu surpris, pourquoi on n'est pas dans ce qu'on avait prévu lors des premières réflexions. Je vais voir l'œnologue, je dis, est-ce qu'un œnologue de chez nous, est-ce qu'il y a un intérêt à descendre aussi bas? Il dit, moi je suis un petit peu surpris, parce qu'en général, ces macérations préfermentaires dans la région, on est plutôt sur déjà des éléments positifs, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à geler le raisin à ce moment-là, et on est plutôt à 2, 4 degrés, ça dépend ce qu'on veut faire. À côté de ça, nous, les spécialistes avaient continué leur travail. L'ingénieur fluide avait envoyé les informations au spécialiste électricité automatisme, qui lui avait dimensionné la centrale nucléaire pour alimenter le gros groupe de froid. Donc c'était de plus en plus cher. On a pu refaire un point avec la direction en fait, de l'entreprise qui nous avait mandaté pour cette étude-là, et on a dit, mais ça nous étonne. Ça nous étonne, pourquoi est-ce que vous demandez de descendre aussi bas? Ça ne correspond pas aux références œnologiques qu'on a, ça ne correspond pas à des outils efficaces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il m'a dit, oui, mais moi, si je ne mets pas -4 sur ma commande, j'arrive pas à avoir 4 degrés dans mes cuves de mon site existant. Donc tout simplement parce que le site était déficient, la technique n'était pas bien faite, il n'arrivait pas à contrôler ces éléments. Donc dans son programme, lui, il s'était mis une marge de manœuvre opérationnelle qu'il ne comptait pas utiliser, mais qui en revanche avait bien été pris en compte par les spécialistes qui interviennent. Donc ça nous a permis, en revenant sur en fait un programme correctement dimensionné, une cible normale, de pouvoir dimensionner des matériels, des éléments. Le delta entre un bon et un mauvais matériel, il est tout à fait inférieur par rapport au delta que vous pouvez avoir entre un bon et un mauvais programme. Donc quand on parlait tout à l'heure de surqualité, c'est-à-dire d'aller chercher des températures plus basses que ce qui est demandé dedans,
C'est vraiment important de bien faire la différence en fait, entre des performances potentielles et des performances utiles. La réflexion technique et la réflexion programmatique. À chaque fois, vous allez vraiment avoir une succession d'éléments. Il faut toujours vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez atteindre en termes de résultats, quel est l'impact organoleptique, l'impact qualitatif réel des éléments, parce qu'en fonction du programme que vous avez donné aux spécialistes, eux, ils vont fermer et ouvrir des portes technologiques. Avec des écarts de quelques degrés sur une consigne que vous allez demander à quelqu'un qui va travailler sur du froid, il va écarter certaines technologies et en choisir d'autres. Et ça, en fait, si vous n'allez pas vers des interlocuteurs qui sont pluridisciplinaires et qui connaissent le métier de manière transversale, vous n'aurez jamais une remise en cause de ces consignes-là que vous pouvez amener. Donc j'attire vraiment votre attention, il y a toute une partie en amont qui est de se poser la question de pourquoi on a besoin de cette énergie-là, est-ce que c'est correctement dimensionné en termes d'usage, et à partir de là, vous pouvez faire travailler les spécialistes qui, eux, vont faire leur travail technique en détail. Donc, et là, bien sûr, la question de la doctrine, en fait, ou même des référentiels qualité, des référentiels en termes d'interprofession, tout ce qui peut s'imposer en termes de normes et de références, c'est important aussi de les remettre en question par rapport à vos problématiques actuelles. On sait que vous allez avoir des contraintes, on parlait d'acidité, on parlait de tout un tas d'éléments résultant du changement climatique. Vous allez avoir des contraintes différentes. Si les réponses ne sont que des éléments technologiques qui viennent compenser pour permettre l'adaptation, vous allez vite être limité et continuer à renforcer encore ce changement climatique en continuant à dépenser des ressources supplémentaires, alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Deuxième notion très rapide, la différence entre l'isolation et l'inertie. Voilà. L'isolation, c'est ce qui vous permet de faire en sorte que vous ayez un écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, ça retarde l'échange de température. L'inertie, ça permet de déphaser et donc de décaler en fait dans le temps le changement de température. C'est ce que vous avez la différence entre une petite cuve et une très grosse cuve. Votre très grosse cuve, le temps qu'elle va passer à changer entre le chaud et le froid, ça peut lui permettre de se décaler par rapport au rythme jour-nuit, et donc en fait de pouvoir trouver un équilibre, de ne jamais monter au-delà d'une certaine température, parce que vous allez récupérer de l'énergie à l'extérieur. Donc ça, c'est important de bien comprendre qu'en fonction des installations, le fait de travailler sur l'inertie peut être beaucoup plus pertinent que le fait de travailler sur l'isolation. Lorsqu'on veut atteindre des températures qui soient les plus lissées possibles et les plus stables, il y a un seuil qui ne peut être atteint qu'au travers d'une inertie supplémentaire. Dans des sites, par exemple, de vieillissement, de prise de mousse pour des effervescents, nous, on a été amené à non pas rajouter de l'isolation, mais plutôt rajouter au contraire du béton, de la masse, du contenu, même du stockage supplémentaire, densifier tout ça, pour faire en sorte qu'on puisse lisser ces écarts sur la journée, essayer d'avoir des choses les plus stables possibles. Donc c'est bien important de faire la différence entre ces notions-là, parce que c'est pas la même chose, et vous n'avez pas le même avantage et pas la même problématique. Petite cuve, vous avez un intérêt à avoir de l'isolation. Grosse cuve, l'isolation va avoir un impact, mais la masse de l'inertie va avoir un impact encore plus important. Alors, autre notion, énergie grise, énergie consommée. Ça vous sert aussi au quotidien. Là, on a des extraits qui sont plutôt liés à de l'habitation, mais c'est pour vous expliquer le principe. Vous avez une énergie que vous consommez en direct, pour du chauffage, pour le changement de température, et vous avez de l'énergie qui est consommée pour vous permettre de consommer de l'énergie. Donc c'est l'énergie grise, c'est l'énergie que vous ne voyez pas directement, mais qui a été utilisée pour vous permettre d'avoir votre installation au complet. Si on regarde des anciens bâtiments historiques qui étaient construits avec des méthodes traditionnelles, avec du simple vitrage, pas d'isolation, juste de la masse d'inertie, il fallait beaucoup d'énergie dans la vie du bâtiment pour pouvoir alimenter, maintenir en température et qu'il soit habitable en l'état. Plus on a amélioré les techniques de fermeture du bâtiment, d'isolation et de séparation, plus on a pu économiser sur l'énergie nécessaire pour le maintenir en température, mais en revanche, plus on a consommé d'énergie pour réussir à construire le bâtiment. Et ça, c'est vraiment important de bien se poser la question, lorsque vous faites des choix d'investissement, du gain d'énergie de consommation directe que vous allez avoir par rapport au gain, par rapport plutôt au coût énergétique que vous allez dépenser pour le mettre en place. Est-ce qu'on est rentable? C'est de la même manière que vous posez une question du retour sur investissement que vous avez lorsque vous achetez du matériel ou des techniques, vous avez exactement la même question sur l'énergie au global. Ça rentre tout à fait, tout ce que j'ai dit là, en lien avec la question de la production d'énergie. On parle du solaire, il y a des enjeux aujourd'hui sur la construction de hangars photovoltaïques, de protection photovoltaïque qui permettent de produire de l'énergie, l'autoconsommation, il y a plein de choses très intéressantes là-dessus. C'est intéressant de pondérer avec la question justement de l'énergie baisse. C'est-à-dire de se dire, vous avez des panneaux, vous les récupérez, vous les mettez en place. Alors là, le tableau est un petit peu
dense, donc on va juste pointer les quelques éléments. Vous avez un tableau qui compare en fait deux situations entre des panneaux fabriqués, des panneaux photovoltaïques fabriqués en France ou fabriqués en Chine et installés en France. Vous avez 3 lieux d'installation, Marseille, Bordeaux, Lille, avec des productions d'énergie qui sont différentes. Donc cette colonne-là est intéressante. Ici, vous avez le coût de production en énergie du même module. Donc ça vous permet de faire un calcul simple. Vous dites, OK, combien ça m'a coûté de produire le module et de l'installer? Combien d'énergie je produis? Mon module est rentabilisé en combien de temps? Donc ça, on a déjà fait une première étape. Vous vous êtes posé la question de l'énergie grésille à votre module. Deuxième élément, qui est intéressant avec ce tableau-là, c'est qu'en fait, il met en perspective ce coût de production, non pas seulement avec ce que vous allez produire, mais avec la différence du coût de votre électricité par rapport au coût de la production, toujours en carbone, de l'énergie en France ou en Europe. Parce qu'en fait, si vous mettez en place un panneau dont la rentabilité en termes d'énergie est supérieure au coût du mix énergétique français, en fait, vous aggravez la situation. Vous auriez mieux fait de vous brancher sur le secteur. Et ça, c'est vraiment important, en fait, d'aller plus loin dans les réflexions et de se poser la question, voilà, encore une fois, j'ai besoin d'avoir une intervention qui consomme de l'énergie. Est-ce que cette intervention est correctement dimensionnée? Est-ce que mon matériel colle à mon besoin? Et enfin, est-ce que l'énergie que je vais utiliser pour le matériel est, elle aussi, aussi optimisée que possible, ou en tout cas raisonnée en termes de mise en place? Donc on voit la différence, hein, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez sur des sites qui parlent du photovoltaïque, ce qu'ils mettent en avant, c'est le rapport énergie produite, énergie consommée pour la production, et vous avez des taux de retour hyper efficaces. En revanche, si on le compare avec des mix énergétiques, soit par rapport au mix énergétique de la France ou par rapport au mix énergétique européen, le nombre d'années de retour, c'est-à-dire le gain qu'on a par rapport à ces éléments-là, s'étire significativement. Et la différence entre la France et l'Europe, c'est simplement le fait qu'on a une part de nucléaire beaucoup plus importante qui ne va pas noter le calcul du carbone. Encore une fois, ça pose d'autres problématiques, parce qu'on ne peut pas s'arrêter qu'au carbone et à l'énergie, mais c'est important de se dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une logique de choix, il faut que vous essayiez d'avoir un maximum d'éléments et d'être accompagné par des gens qui vont pouvoir mettre en perspective, vous donner les clés de choisir. C'est-à-dire que c'est pas compliqué de choisir si on vous donne les bonnes informations. En revanche, vous ne pouvez pas que vous baser sur des interlocuteurs qui vont être monospécialités et qui vont être très bons dans leur domaine, mais qui vont absolument passer à côté en fait, des enjeux, du contexte ou d'une mise en perspective de ces informations-là. Sur la partie secteur vinicole actuel, ce que nous rencontrons actuellement dans tous les secteurs, je dirais sauf le vôtre, c'est une évolution avec une diminution de la taille des cuves, de plus en plus de la sélection parcellaire, des vinifications sélectives, des diminutions de rendement, donc tout un travail sur la diminution de cuves, des profils de vin qui demandent à côté de ça de plus en plus de contrôle de température, de contrôle sur la conservation des vins, avec des puissances de froid importantes. On a des marchés très dynamiques sur des blancs, des rosés, qui sont des rosés, des produits technologiques, donc des gros besoins en termes d'énergie, qui rentrent en résonance un petit peu avec ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes. En fait, c'était un plus ces marchés-là qui sont actuellement très porteurs dans le secteur vinicole, qui ne sont pas forcément représentatifs de problématiques, mais qui mènent à des situations comme on le voit là, c'est-à-dire que déchets qui sont peu denses, très aérés, avec plein de petits volumes, et qui vont demander beaucoup d'énergie pour pouvoir être contrôlés en termes de température et en termes d'organisation. À côté de ça, tous ces éléments-là, c'est consommateurs d'espace, c'est consommateurs de ressources, c'est consommateurs de tout ce qui va constituer un impact environnemental au global, de l'eau, des terres, des coûts d'entretien, des coûts de nettoyage, tout ce qui va aller avec. Aujourd'hui, nous, on a développé un indicateur qui permet de travailler sur ces questions-là et qui est l'hectolitre au mètre cube. C'est-à-dire le fait de ramener, si vous voulez, la quantité de vin produite à un cubage de bâtiment complet, pas des mètres carrés, des cubages. Plus l'indicateur est haut, plus on va avoir d'hectos dans un cubage global, plus mécaniquement, on va avoir un impact positif sur la consommation de toutes les ressources associées. Et en plus, c'est super comme indicateur, parce que plus vous allez être dense, plus vous allez être économique. Parce qu'en fait, vous investissez moins dans la construction, vous investissez moins dans l'exploitation du site, et on a en fait tout un ensemble qui permet d'avoir quelque chose de commun, ce qui était très compliqué. En fait, nous, on a mis beaucoup de temps à réussir à identifier ce point-là qui permet de travailler. Donc, ça concerne plutôt le secteur vinicole global. Ça concerne aussi, finalement, toutes les constructions actuelles, très clairement. Le mètre carré, le mètre cube, la construction éco-conçue, c'est celle qui n'est pas construite. Voilà. Ça, il faut le garder en tête. Il n'y a pas de construction éco-responsable. À la base, il ne faut pas construire, en fait. Et je vous dis ça
Moi, ça me fait de la peine parce que je travaille sur l'investissement quand même. Donc, je le dis en connaissance de cause, et je sais ce que ça va impacter sur nous, notre profession, mais la bonne conception écologique, c'est celle qui permet de ne pas construire de mètres carrés, pas de construire de mètres cubes inutiles. Attention, par contre, le but c'est de construire des mètres cubes, en fait, qui vont coller le plus à l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, si vous travaillez dans des sites qui ne sont pas proportionnés à leur usage, qui sont à moitié vides, qui ne vous permettent pas d'avoir en fait, des technologies économes globales, peut-être que ces sites-là ont plus vocation à accueillir un usage qui va mieux les mettre en valeur, qui va permettre d'éviter de la construction d'une autre typologie, par exemple de l'habitation ou de l'événementiel ou des éléments, des choses qui auraient été construites à neuf. Dans ce cas-là, il faut peut-être mieux construire quelque chose de très dense, très efficace, très technique, qui en fait va être très performant pour votre spécialité, et utiliser des bâtiments existants pour avoir un autre usage et éviter de la construction. Encore une fois, il faut essayer de sortir de la simple problématique question-réponse, mais recontextualiser et avoir tout ça un petit peu sur une focale un petit peu plus large. La question des hangars photovoltaïques, on a plein de vignerons qui nous appellent et qui disent on m'a proposé de construire un hangar, du coup je vais mettre ma cape dedans. C'est super, je ne paye pas le bâtiment. Alors bon, du coup, l'intention est louable. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Bien sûr, le fait d'utiliser des grandes surfaces de toiture pour mettre du photovoltaïque, c'est une bonne chose. En tout cas, ça peut présenter un intérêt. On a vu qu'il y a quand même des retours par rapport au mix énergétique français. C'est plus efficace le photovoltaïque que la moyenne des énergies qu'on a actuellement. C'est pas parfait, mais ça présente des capacités. En revanche, clairement, les offres qui sont montées là, un hangar agricole n'a pas vocation à accueillir des activités classées de type vinification, distillation et tous les autres éléments. C'est-à-dire que les équilibres qui font qu'un hangar photovoltaïque peut être gratuit ou équivalent gratuit, c'est parce qu'en fait vous avez des structures qui sont dimensionnées pour être au minimum nécessaire par rapport à la réglementation, qui ne collent pas du tout à la réglementation au feu, qui ne sont pas traitées pour résister aux problématiques d'acide, qui ne sont pas dimensionnées en termes de hauteur pour pouvoir mettre les bons matériels et avoir la bonne densité en termes d'exploitation. Donc en fait, si vous voulez, si on prend une offre telle qu'elle est faite par des gens qui sont dans ce type de commerce-là, une fois que vous allez rajouter des options pour la résistance, le traitement des aciers, augmenter la hauteur, augmenter les sections pour l'incendie, et que vous allez changer la forme pour coller à votre usage, finalement vous allez prendre suffisamment de pénalités pour qu'on remette en perspective la gratuité de l'élément, et qu'en fait ça vaille le coup de se dire, est-ce que cette personne-là qui a d'excellents prix sur quelque chose de préfabriqué, de standardisé, va toujours être plus compétitive que d'autres entreprises qui vont le faire séparément, et qui vont, elles aussi, peut-être avoir un intérêt sur une construction neuve. Donc voilà, c'est intéressant, mais il ne faut pas se laisser emmener. C'était comme les calculs de retour du photovoltaïque qu'on a vu tout à l'heure. Si vous faites des calculs, entre guillemets, avec première réflexion, déjà le coût de construction par rapport au reste, vous avez toujours des choses qui sont rentables en un an, alors qu'en fait, il faut le mettre en perspective par rapport à quoi on le compare, tout simplement. Donc le dernier point, alors, tout ce que je vous ai dit là, ça mériterait à chaque fois d'y passer un quart d'heure avec des exemples sur plein de trucs rigolos, on pourrait le faire complètement différent. Mais là, on va essayer d'être concentré pour terminer. Au regard des échanges qu'on a eu avec Rémi Martin, la question de la typicité de petites cuveries dispersées, disproportionnées les unes par rapport aux autres dans des bâtiments fermés, c'est pas forcément ce qui représente le plus les installations que vous avez actuellement. Alors, bien sûr, vous avez des installations très différentes, des petites, des grandes, néanmoins, dans l'ensemble sur la moyenne, on était plus sur des typicités avec des tailles de cuves uniformes qui répartissaient l'ensemble. Donc là, pour vous, la question de la densité n'est pas forcément remise en cause par une décomposition des outils. À côté de ça, vous avez un calendrier de vendange, de vinification et de distillation qui est très concentré par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres secteurs d'activité, où en fait, notamment, ils vont avoir les problématiques eux aussi de conservation des vins, ils vont avoir la problématique de conservation des vins blancs, rosés, qui doivent être consommés dans l'année, pendant la période estivale, qui, elle, va poser d'autres problématiques de conservation que vous, la période que vous avez, qui est finalement automne, hiver, avec des températures de Charente qui ont aussi une typicité qui n'est pas du tout celle de la Provence ou d'autres secteurs géographiques. Donc, dans ce cadre-là, c'est aussi quelque chose de très spécifique. La question des puissances de froid, je disais tout à l'heure, voilà, forte puissance sur des vins technologiques et des forts besoins en termes de conservation, où vous allez avoir aussi des zones très concentrées en termes de besoins sur le temps. Les enjeux, donc, sur la maîtrise des fermentations, c'est aussi des appuis ponctuels. La conservation des vins, vous avez quand même des périodes climatiques qui ne sont pas complètement défavorables à cette conservation. La problématique que vous allez avoir, ça va être les hautes températures pendant justement l'automne, si vous avez des fortes expositions solaires. Donc en fait, finalement, sur la moyenne de la courbe, vous êtes pas mal. Quand vous descendez
à la fin de l'hiver, vous allez avoir peut-être des problématiques si vous êtes dans la température négative, mais selon la taille des cuves, l'inertie va vous protéger de descendre trop bas. Et donc vraiment, ça va être plutôt les expositions ici, c'est-à-dire la courbe la plus haute en termes de température, on a 2020-2021, les courbes les plus hautes de température qui vont aussi entre 20 et 30 hein, selon les pics, surtout avec l'évolution actuelle, qui vont être des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Une autre typicité que vous avez chez vous, c'est la question de la pratique de la distillation associée. Se pose le fait de mutualiser des outils en termes de froid. Ça peut être intéressant, néanmoins il faut bien faire attention au registre d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des outils qui sont faits pour travailler sur descendre des mots en température ou avoir un petit contrôle de température sur votre fermentation et sur votre conservation, avec finalement des sorties en termes d'eau à une température fixe, celle que vous allez avoir dans le cadre de la distillation ne va pas forcément être la même. Et si vous avez un outil mutualisé, il peut être soit très bon dans un domaine et pas très bon dans l'autre, ou un peu moyen dans les deux. Et là, on revient sur ces questions d'avoir un outil adapté à son usage pour ne pas avoir de perte globale. Donc ça, c'est quand même de l'étude au cas par cas, mais il faut bien faire attention que si vous utilisez un groupe, si vous l'utilisez mal, en fait, si vous ne l'utilisez pas dans les registres de production, vous allez avoir une surconsommation significative, on n'est pas bon là-dessus. Donc, dans ces cas-là, quelques pistes qu'on a ouvertes, alors très vite, encore une fois, ça ne fonctionne pas avec tout le monde, il faut l'étudier dans chaque cas, parce que la taille des cuves, le contexte que vous produisez, la mutualisation, les pluriactivités que vous pouvez avoir éventuellement sur vos sites, ça mérite à chaque fois d'avoir une réflexion pour en fait contextualiser votre problématique et pas avoir une simple réponse technique de vous dire, vous monsieur, ce qu'il vous faut c'était le groupe froid, vous voyez, il est vraiment super, très très efficace. Ah non, il faut vraiment se poser la question de quel contexte vous allez avoir chez vous. Alors pour la vinification, la question de l'outil par rapport à l'usage ponctuel, hein, on sait que beaucoup de gens ont recours à des locations et c'est des méthodes qui sont plutôt intéressantes pour des périodes aussi courtes par rapport à vous, parce que une production de froid, si elle peut être mutualisée avec d'autres activités qui ont aussi des temporalités décalées par rapport à la vôtre, ça donne plus de sens à l'outil. Donc en fait, l'énergie grise qui a été mobilisée pour pouvoir avoir ces outils de production-là, au moins elle est mutualisée entre différents éléments plutôt qu'avoir des gros froids dans toute la France qui tournent que 2 mois par an en fonction des secteurs. Donc c'est des solutions qui sont intéressantes. Bien sûr, encore une fois, tout dépend de la mutualisation. Si vous avez des grosses structures à côté qui ont aussi besoin de froid, que ce soit vous ou des voisins, il y a toujours des possibilités en fait d'atteindre des seuils qui deviennent pertinents. En revanche, un matériel qui va dormir pendant 10 mois de l'année, voire même plus, parce qu'à la fin, vous avez, une période de quelques mois où vous y allez entrer en place, mais les pics sur lesquels vous allez vouloir agir, ils sont encore plus ponctuels. Donc c'est vraiment important de se poser la question de la pertinence à long terme. La conservation, on disait que s'il faut vous protéger du solaire, peut-être que juste des couvertures, ça peut être suffisant. Des fermetures ponctuelles si vous avez des vents principaux qui risquent de tomber en termes de température pendant les périodes négatives. Mais en fait, si vous n'avez pas d'intérêt à forcément construire des gros chais isolés et climatisés, pour en fait avoir des maintiens en température qui pourraient rester dans les seuils justement de tolérance sur le plan de la qualité, tout en ayant un énorme impact d'énergie grise. C'est ce qu'on disait à côté, le plus n'est pas forcément un impact significatif. Ces protections solaires, elles peuvent tout à fait être utilisées pour avoir de l'énergie. Donc là, on retombe sur ces questions d'avoir des gens en fait, qui veulent chercher des surfaces en fait, pour mettre des panneaux solaires. Vous pouvez le louer, vous pouvez investir, il y a plein d'options différentes. Et il y a aussi d'autres technologies, c'est-à-dire qu'en fonction des seuils que vous allez chercher, en termes de température et de contrôle de température, vous avez de la géothermie, vous avez d'autres éléments qui vont vous permettre d'aller chercher des températures au niveau du sol, et ça qui vont pouvoir être mutualisés avec de l'habitat ou avec encore d'autres éléments. Donc en fait, il ne faut pas se fixer sur des points, il n'y a pas une bonne réponse sur chaque secteur, il y a vraiment des réponses qui sont appropriées à votre situation particulière. Et le dernier point que j'aurais eu, c'est juste un mot, c'est dire, moi j'entends beaucoup dans mon activité qui peut le plus, peut le moins. Non. Donc en fait, qui peut le plus, paye le plus. Voilà, il paye le plus, il investit plus, puis après il paye le plus encore quand il ne se sert pas de son outil. Et puis en plus, ses enfants et ses petits-enfants, ils paieront plus aussi. Parce qu'en fait, l'énergie, tout ce qui aura été consommé aura été gâché. Donc non, qui peut le plus, peut le moins, non, c'est faisons ce qu'on a besoin, essayons de se poser la question de pourquoi on le fait, est-ce que c'est la bonne raison, est-ce qu'on peut l'éviter, est-ce que c'est cadré, est-ce que ça a du sens. Et à partir de là, on consommera ce qui est nécessaire pour pouvoir fonctionner en fait. Voilà à peu près les éléments que j'en ai. Merci.